Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Allô, je m'appelle Sarah Normandin, je suis nutritionniste et conceptrice animatrice du balado Le Maudit Poids. Bienvenue à ce 6e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Cet épisode-là est diffusé dans le cadre de notre toute première campagne de sensibilisation à la grossophobie. C'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir aborder ce sujet-là, on trouve ça extrêmement important et on veut amener les gens à réaliser à quel point les préjugés qui entretiennent la grossophobie sont présents partout, mais ce qu'on veut surtout, c'est de les déconstruire. La valorisation de la minceur, la culture des diètes nous ont conditionnés à associer la minceur au bonheur, au succès et à la santé, entre autres. Cette façon-là de voir les choses est à l'origine de plusieurs préjugés, qui peuvent être conscients ou non, mais qui alimentent la grossophobie. Le poids, c'est un sujet qui touche tout le monde, qui polarise beaucoup, et surtout un sujet qui est beaucoup plus complexe et nuancé que ce qu'on peut croire. Selon un sondage mené par Léger en 2021 pour le compte de l'Association pour la santé publique du Québec, plus de la moitié des répondants et répondantes pensent que les personnes grosses ne sont pas en bonne forme physique, sont inactives, mangent trop et mal. 37% jugent que les personnes grosses ont un mauvais contrôle d'elles-mêmes. Il y a 1 personne sur 4 qui a été victime de discrimination à l'égard de son poids, que ce soit dans les relations personnelles, dans des magasins, au travail, dans la recherche de logement ou dans le système de santé. Et cette proportion-là monte à 44% chez les personnes ayant un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré. Évidemment, l'IMC, c'est un indice qui est remis en question et qui n'a pas une bonne validité individuelle pour déterminer le niveau de santé, mais c'est un indice qui est associé à ce qu'on appelle la catégorie d'obésité, donc on pourra parler un peu de certains termes là, à utiliser ou non, mais bref, les personnes dont le corps est plus gros sont beaucoup plus discriminées et c'est ce que montre cette donnée-là. Le but, évidemment, c'est pas de blâmer les personnes qui ont des préjugés. C'est un peu normal d'en avoir dans la société dans laquelle on vit, qui valorise beaucoup la minceur depuis des décennies. Mais c'est super important d'en parler pour remettre en question ces fausses croyances-là, pour déconstruire les préjugés et surtout pour favoriser la santé et le bien-être de toutes les personnes, peu importe leur poids. Il y a un passage du livre de Gabrielle Lisa-Collard que j'aime beaucoup citer qui dit « C'est pas de notre faute si on est grossophobe, mais c'est notre responsabilité de pas le rester » et je trouve que ça résume vraiment bien l'essence de la campagne et des propos de la discussion d'aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, justement, on va beaucoup discuter. Je pense que nos échanges vont permettre de recadrer plusieurs idées préconçues, de mieux comprendre les impacts négatifs de la grossophobie sur la santé mentale et aussi sur la santé physique de tout le monde. Alors, j'ai hâte qu'on en parle avec nos invités que je vous présente à l'instant. Michaël Bergeron, qui est chroniqueur et auteur notamment du super bon livre « La vie en gros, regard sur la société et le poids ». Safietou Sakala, chargée de projet des communications saines sur le poids à l'Association pour la santé publique du Québec. Et Marie-France Goyer, qui est chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonjour. En introduction, on a parlé de grossophobie, mais avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de la définir. Parce que je pense que ça va bien au-delà de ce que les gens peuvent penser spontanément. Donc, j'aimerais vous entendre sur ce que c'est pour vous, la grossophobie. Moi, je donne souvent une réponse assez simple quand je donne des conférences. Donc, la grossophobie, c'est l'ensemble des préjugés et des discriminations envers les personnes grosses. Ça serait la définition simple. Mais après ça, c'est qu'il y a tellement de couches, il y a tellement de préjugés, tellement de types de discrimination. Donc après ça me prend 1 heure de conférence expliquer tout ce qui est inclus dans cette définition-là. Mais il y a quand même une façon simple de le résumer. C'est préjugés, discrimination, stigmatisation envers les personnes grosses. Merci, Michaël. Je suis assez d'accord avec cette définition-là, évidemment. Moi, je parle souvent d'une dévaluation sociale plus largement des personnes grosses, qui inclut, là, comme tu disais, les stéréotypes, les préjugés, la discrimination, donc le fait d'agir sur la base de ces préjugés-là, mais aussi l'oppression, parce que la grossophobie, elle est soutenue par certaines grandes institutions sociales. On va sûrement en parler tout à l'heure, mais qu'on pense au discours de santé, en santé publique, si on pense à l'industrie de la beauté, aux médias, etc. Donc, voilà, je verrais ça comme quelque chose de très, plus largement, là, la dévaluation sociale des personnes grosses qui prend, comme tu disais, Michaël, plusieurs formes.
Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et puis peut-être pour apporter aussi d'autres nuances à cette définition-là, nous, on aime bien la définir de 3 manières. Premièrement, on va dire que la grossophobie peut se manifester envers soi-même. C'est assez bizarre comme ça d'y penser, mais c'est le fait, en fait, d'internaliser tous les préjugés dont on vient de parler et de les retourner contre soi-même, en fait. Et de se dire, je donne un exemple, si jamais je suis grosse, alors je ne suis pas efficace, alors je n'ai pas de contrôle sur moi ou ce genre de choses, ce qui est totalement faux, évidemment, mais ce sont des préjugés donc on va retourner contre soi-même et qui donc ont un grand impact sur notre estime de soi. Un autre aspect de la grossophobie qui est généralement ce que l'on a en tête, c'est le fait de stigmatiser une autre personne à cause de sa corpulence et puis c'est quelque chose qui peut se manifester au travail, à l'école, dans beaucoup de milieux de vie, ce qui est tout à fait dommageable et qui a aussi, bien sûr, un grand impact sur la santé des personnes. Et puis, je pense qu'on va pouvoir en discuter plus longuement. Et le troisième aspect, qui est un aspect beaucoup plus sociétal, c'est en fait le fait de se rendre compte que parfois, les bancs, tout simplement, dans la rue, ne sont pas adaptés à toutes les formes. Les équipements sportifs non plus, les vêtements. Et donc, ça, c'est une grossophobie qui est, encore une fois, un peu plus institutionnelle, qui décrit vraiment comment est-ce qu'en tant que société, on s'organise et on exclut, en fait, certaines corpulences, tout simplement. Merci pour ces définitions. Ça donne des nuances supplémentaires, je vais dire ça comme ça. Puis, selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de la grossophobie? D'où ça pourrait provenir? Je peux commencer. En fait, on a tendance à pointer du doigt très souvent l'industrie de la mode, de la beauté, parce que on est exposé à des modèles très peu diversifiés, très stéréotypés. Également, on parle beaucoup des réseaux sociaux, souvent. Bien sûr, il y a des problèmes de représentation dans ces domaines-là. Mais on parle très peu du rôle des discours de santé, des modèles biomédicaux. On a commencé à observer, quand on regarde la littérature, on a commencé à observer une hausse de la grossophobie suite à l'adoption de la rhétorique d'épidémie d'obésité au tournant des années 2000 environ. Donc, on a commencé à faire la guerre à l'obésité. Le corps gros et donc, évidemment, la personne grosse qui l'habite également est devenu un espèce de symbole de problèmes de santé publique à régler, de crise dans les sociétés occidentales. Puis, on parle en sociologie de la santé, en santé publique critique aussi, du concept de santéisation. C'est un concept qui décrit cette tendance qu'on a actuellement à élever la santé au rang des vertus, c'est-à-dire que la santé, elle est extrêmement glorifiée actuellement. Puis ça, sur quoi se concentrent les discours quand on fait la promotion de la santé, c'est souvent sur les comportements, les changements de comportement individuels. Donc, on responsabilise les individus alors que les habitudes de vie, c'est un des facteurs associés à la santé. Un parmi tant d'autres, mais on met beaucoup l'accent sur ces facteurs-là. Donc, on responsabilise les individus. La santé devient une espèce de devoir citoyen. Il y a une espèce d'injonction à la santé qui fait qu'on va moraliser les habitudes de vie, les modes de vie des individus, puis on va se discipliner soi-même, on va discipliner les autres, ce qui entraîne une espèce d'exclusion sociale, en fait, des personnes grosses. Donc, je pense que la rhétorique d'épidémie d'obésité, jumelée à cette santéisation-là, c'est un cocktail qui a été absolument explosif. Puis, évidemment, je veux pas dire que faut pas faire la promotion des comportements associés au mieux-être ou à la santé. C'est pas ça, mais il faut comprendre que la santé, on la doit quand même à personne. Une personne qui est pas en santé, qu'elle soit mince ou grosse, a le droit au respect de son intégrité. Donc voilà, je laisse la parole à mes mais c'est vrai collègues. qu'il y a une énorme... on est dans une société très individualiste, premièrement, où la performance est extrêmement mise de l'avant. Puis c'est vrai qu'il y a un côté du statut social qu'il faut performer sa santé. Faut pas juste en santé, faut le démontrer, puis faut l'afficher, puis faut presque faire des prouesses pour montrer à quel point on est en santé. Puis déjà, on mélange le fait que, être en santé, ça veut pas dire être capable de courir un marathon. Tu sais, je veux dire, il y a une différence à avoir des capacités athlétiques et être en santé, c'est deux choses différentes, mais on a tendance à les mélanger en plus. Puis là-dedans, je pense qu'il embarque également, évidemment, des
des visions très néolibéralistes ou capitalistes là-dedans aussi, justement dans ce côté très être individuel, puis on soi-même, on va affronter le monde pour atteindre le sommet de la pyramide. Bon, il y a tout ce concept-là qui est là aussi. Puis si on est une bonne personne performante, on va évidemment qu'on va être mince et en santé. Il y a cette espèce d'idée-là aussi qui est sous-entendue, même des fois c'est inconscient, mais c'est là aussi. Mais en même temps, ça remonte aussi. Je pense qu'il faut remonter à l'arrivée des médias de masse, dans le sens que c'est aussi les normes sociales, puis les médias de masse, lorsqu'ils sont arrivés, bon, je ne sais pas à quel point on peut remonter à la radio, mais en tout cas, du moins, dans les années 40, 50, lorsque vraiment la télévision est arrivée, lorsque les magazines sont arrivés, il y a des normes sociales qui se sont encore plus figées que ça l'était peut-être dans les années 1800 ou dans les années 1700, parce que là, vraiment, justement, il y a des médias de masse qui rejoignaient une masse de la population, ça le dit en médias de masse, donc c'est la majorité qui était tout d'un coup devant une norme sociale qui s'imposait davantage. Bon, on pourrait remonter, l'Église aussi avait une bonne capacité d'imposer des normes quand même à l'époque, mais bon, reste que les médias de masse ont quand même imposé une vision du monde très uniforme. Puis on l'a vu avec les modes de vie, que ce soit la banlieue qui s'est imposée. Il y a plusieurs normes sociales qui se sont installées à ce moment-là. Puis tout ça a évolué. Bon, on pourrait parler également du culturisme qui est arrivé aussi dans les années 80 avec Arnold Schwarzenegger, les années Reagan, en fait, où il y avait quand même cette espèce de, comment dire, il y avait une obsession quand même sur la mise en forme, mais pas tant d'être en forme, mais de développer ses muscles juste parce qu'il y avait un côté esthétique qui était très à la mode à ce moment-là. Donc, tout ça aussi, petit à petit, s'est construit, puis ajouter des couches, jusqu'à arriver effectivement à ce virage où tout d'un coup, ben là, on parlait d'épidémie d'obésité. Donc là, c'était comme un cumul. C'est tout d'un coup, la pression a vraiment mis une coche à ce moment-là, mais il y avait déjà quelque chose qui s'installait là, depuis des années. Hein. Oui, tout à fait. En effet, c'est une réalité. Ces dernières années, les discours, notamment les discours de santé, se sont beaucoup axés sur le poids et la perte de poids. Avec en plus l'aide de tous les médias de masse, ce sont des messages et des discours qui ont été diffusés à très, très, très grande échelle. Et les conséquences dont on est tous témoins jusqu'à présent sont en effet une préoccupation excessive à l'égard du poids au sein de la société et aussi la grossophobie, parce que souvent, donc, un des arguments qui va être mis en avant pour justifier des préjugés grossophobes, c'est l'association entre le poids et la santé. Alors qu'en réalité, c'est une association qui est extrêmement complexe, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont à la fois influencer le poids d'une personne, à la fois influencer la santé d'une autre personne. Donc, malheureusement, je pense que ce lien-là a été un peu trop simplifié, voire même... simplifié, on va rester sur ce terme-là, et ça a créé vraiment... un sentiment très négatif envers le poids et la forte corpulence au sein de la société. Ce sont vraiment des excellents points. Puis, en tant que nutritionniste, j'aime tellement entendre justement le fait de ne pas associer la santé au poids. C'est tellement plus complexe que ça. C'est un point, je pense, qui est ultra important. Puis effectivement, la valeur de santé, j'en parle souvent dans mes propres publications. On élève ça à un niveau de performance, mais il faut cesser d'associer directement le poids et la santé. Tu l'as bien dit, Safi et tout, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais j'ai remarqué, puis là, je pense que c'est pas nouveau, mais il y a une certaine époque, par exemple, on remonte quand même quelques siècles, mais les gens, par exemple, qui avaient toujours les mains propres, les ongles propres, c'était associé à une classe sociale. Ça veut dire que ces gens-là n'avaient pas besoin de travailler la terre, ne faisaient pas de travail manuel. Bon, donc c'était associé à une classe sociale. Et là, je me suis rendu compte quand même, justement, avec les réseaux sociaux, puis même, est-ce qu'on voit avec les célébrités, c'est que maintenant, avoir un six-pack, c'est un peu ça aussi. C'est comme, on parle des abdos, là. C'est associé aussi à un statut social. Parce que quand même, quand on y pense, qui a le temps d'aller s'entraîner au point de développer des abdos comme ça? C'est des gens qui ont un certain statut social. À part, bon, il y a quelques exceptions, il y a toujours des exceptions, mais en général, c'est des gens qui ont un certain statut social, donc un revenu qui leur permet d'aller au gym, d'avoir un entraîneur privé, même dans certains cas, qui leur permet d'avoir de se payer des nutriments, parce que bon, on sait bien, là, il y a bien des gens qui vont se payer des petits ajouts nutritionnels. Mais tout ça est aussi relié à un statut social, au même titre que les gens vont s'acheter des montres en or, alors qu'on a l'or partout maintenant. Là, on n'a plus besoin de montres dans la vie, mais les gens vont quand même s'acheter des montres en or. Donc, il y a quelque chose qui est aussi relié au statut social dans la façon dont notre corps est formé, ou en tout cas, du moins, la forme qu'on veut lui donner. Là. C'est pas intéressant parce que souvent, quand on parle de déterminants de la santé, ou on va parler à l'accès à la nourriture aussi, fait que je trouve que ça fait un bon pont avec la classe sociale que tu mentionnes aussi. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir des saines habitudes de vie non plus. Il y a tellement de déterminants, donc
super intéressant. J'aimais ça quand tu parlais de l'idée de la responsabilité individuelle aussi. Il y a eu beaucoup de changements dans la façon de vivre, dans les modes de vie, dans l'offre alimentaire, dans la capacité à faire l'activité physique aussi. Donc ça, on dirait que ça a été quand même abordé, mais je pense que ça reste important pour tout le monde, peu importe le poids, qu'il y ait des changements dans l'environnement qui favorisent ça. Puis c'est pas juste une responsabilité individuelle, justement, c'est une responsabilité collective d'investir pour améliorer tout ça aussi. Fait que je pense que c'est important de rétablir un peu l'équilibre dans ce discours-là, effectivement. Une des choses aussi qu'on essaie de faire évoluer, c'est les mots qui sont utilisés pour parler du poids. Donc, dans l'introduction, j'ai vraiment utilisé volontairement le terme « grosse » pour parler des personnes grosses. Chez Équilibre, dans d'autres organisations aussi, on a choisi d'utiliser ce terme-là et justement de suivre le mouvement qui avait été initié par des militants, des personnes qui militaient sur cette question-là et qui proposaient justement de se réapproprier ce terme-là qui devrait être plutôt descriptif, non péjoratif, un peu comme quand on parle d'un gros cadeau, d'un gros salaire. C'est pas quelque chose qui est négatif, mais quand c'est associé au poids ou à une personne, là, tout à coup, ça devient comme empreinte de l'ensemble des préjugés ambiants. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur le sujet. Vous autres, est-ce que vous avez toujours été à l'aise avec l'utilisation de ce mot-là? Avez-vous cheminé? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'ai vraiment cheminé. Puis je pense que c'est normal. Je pense que tout le monde là, passe par en tout cas, du moins un chemin. Je dirais pas nécessairement le même chemin, mais passe par du moins un processus. Puis c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet-là, on remonte à quoi, 2009, 2010. J'utilisais pas du tout personne grosse, puis c'était encore un terme qui pour moi était beaucoup trop sensible, beaucoup trop associé encore à toutes les injures et insultes que j'ai eues dans ma vie. Donc je me souviens, j'ai plus vraiment de traces de texte de cette époque-là, mais quand je me souviens avoir utilisé les termes qui étaient utilisés par le corps médical, donc obèse morbide, des fois j'utilisais des termes comme embonpoint, dodu, enrobé, etc., mais ça m'a pris un temps avant de moi-même être capable de me dire, OK, non, personne grosse, OK, oui, je vais le récupérer, je vais m'en faire mien de ce terme-là, au même titre que les punks se sont réappropriés le terme, que les queers se sont réappropriés le terme. Puis je me dis, OK, nous aussi, réapproprions-nous ce terme-là, mais moi, ça fait, après ça s'est fait sur combien de temps, je pourrais pas dire, mais je sais qu'en 2009-2010, je l'utilisais pas. J'ai peut-être commencé en 2015, dans ce coin-là, 2014-2015. On sait qu'après ça, je ne sais pas quand est-ce entre les deux, j'ai allumé, mais voilà, il y a quand même un processus, là. Oui, moi aussi, j'ai suivi le même chemin que toi un peu. Je pense que j'essaie de me souvenir rétrospectivement. Je pense que j'utilisais ronde, probablement, qui est une espèce d'euphémisme, là, tu sais. Mais aujourd'hui, je l'utilise. Il me dérange pas, là, pas du tout. Mais je l'utilise plus pour parler de moi-même. Je parle plus, effectivement, de personnes grosses pour parler de moi-même et pour parler des personnes grosses en général. Évidemment, je pense qu'il faut s'adapter parce que tout le monde n'est pas rendu là. Il y a des personnes pour qui ces souvenirs-là d'avoir reçu ce mot-là comme insulte, les souvenirs peuvent être très près, là. Donc, je pense qu'il faut s'adapter, évidemment, à ce que préfère la personne. Mais moi aussi, ça s'est fait... c'est un travail de longue haleine. Puis aujourd'hui, ça se fait plus naturellement après avoir fait beaucoup de lectures sur le sujet, sur la grossophobie, en développant mon côté plus militante aussi, sans doute. Puis aujourd'hui, c'est ce que je préfère parce que obésité, c'est sans doute le mot que je déteste le plus. Personne obèse, obésité, surplus de poids, parce que c'est... en fait, il y a plusieurs choses. Un surplus de poids, personne taille plus, tout ça, je l'utilise moins parce que ça implique une espèce de comparaison avec un idéal normatif. Mais l'obésité, c'est vraiment la pathologisation. Tu sais, on essaie, je pense, beaucoup dans les milieux militants, de rompre avec cette logique de pathologisation-là de la grosseur. Puis on a tendance à penser que ces expressions-là, parce qu'elles sont issues du domaine médical, sont neutres, sont naturelles, mais c'est pas le cas. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important de les remettre en question, tout en respectant le fait que certaines personnes, évidemment, préfèrent utiliser ces expressions-là. Mais voilà, moi aussi, c'est un travail de longue haleine. Je veux dire, parce que t'as souligné le terme taille plus. Puis moi, je me souviens quand j'étais adolescent, puis que j'allais magasiner, puis que j'essayais de trouver du linge qui me faisait, là. C'était toujours une mission, mais il y avait des petites... Là, aujourd'hui, il y en a plus, mais quand j'étais ado, on parle des années 90, là, il y avait une rangée, mais c'était même pas une rangée, là, c'était un étagère, taille plus, puis des fois, c'était taille plus, des fois, c'était d'autres termes, puis je les trouvais toujours humiliants. J'étais comme, OK, fait que moi, je suis la personne bizarre qu'on met à part, puis OK, on va faire un rack pour les gens bizarres comme... Puis je trouvais toujours le terme vraiment
Ben voilà, humiliant. Puis je pense taille plus, c'était peut-être le moins pire. J'essaie de me souvenir, là, mais je les trouvais humiliants, les termes utilisés. Absolument, Ça et me le gossait. rack n'était jamais à l'entrée du magasin. Non. Ouais. Oui, dans le fond caché. Ouais. Mais je pense que de mon côté, autant personnellement qu'au sein de mon organisme aussi, ça a été un cheminement. Personnellement, je pense qu'après plusieurs discussions, notamment avec Marie-France à l'époque, pour moi, c'est apparu un peu comme une évidence et une nécessité, peut-être d'adopter ce terme-là. Au niveau de l'organisation, vu qu'encore une fois, on parle d'un organisme surtout en santé publique, le chemin est un peu différent. Je pense que au sein de notre équipe, ça a été facile, mais ensuite, il faut le partager avec les autres. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on décide d'utiliser ce terme-là. Et nous, donc, ce qu'on faisait à chaque fois dans nos présentations, c'est qu'on l'accompagnait toujours d'une mention. On disait, tout au long de ma présentation, je vais utiliser l'expression personne grosse de manière tout à fait respectueuse, neutre, uniquement pour décrire la corpulence des gens. Malgré ça, il y avait quand même beaucoup de résistance. Et puis, c'est normal parce que, un peu comme tu le mentionnais, Michael, c'est associé aussi à beaucoup de souvenirs personnels. Et je pense qu'au sein de la société aussi, il y a du chemin à faire. Récemment, on a fait un sondage avec Léger toujours, et on a posé la question en fait aux gens quel terme ils préféraient pour désigner les personnes grosses. Donc, les gens préféraient surtout personnes en surpoids. 44%, nous ont dit que c'est ce qu'ils préféraient. Ensuite, on avait personnes en embonpoint, ça descendait à 16%, et personnes grosses, seulement 5% de nos répondants. Ce qui est quand même incroyable. Et même le terme obésité tout simple était préféré au terme gros ou grosse tout simple. Donc je pense que ça montre aussi un peu toute la sensibilisation qu'il y a encore à faire, d'une part pour faire en sorte que le terme gros et grosse ne soit plus associé à quelque chose de négatif, et d'autre part aussi pour que des termes comme obésité soient gardés en fait dans le milieu médical, parce que là-bas ils représentent quelque chose, mais au sein de la population, c'est important de l'utiliser avec beaucoup plus de nuances. Donc je pense que on est encore dans le chemin, puis mais je pense autant en tant qu'individu qu'en tant qu'organisme, utiliser personne grosse, ça marque quand même un grand changement et puis une volonté de changer le ton, changer les discours dont on a parlé en introduction, ces discours-là même qui peuvent répandre de la grossophobie. Donc, faire ce choix-là doit être un choix conscient, assumé, et je pense que c'est un choix aussi qui peut sensibiliser le plus grand nombre. Mais c'est intéressant parce que, ça démontre à quel point le discours est ambiant et lourd et très présent. Mais c'est vrai que dans la tête de bien des gens, obèse est neutre. Parce que c'est comme ça qu'on le présente, alors qu'effectivement, ça ne l'est pas du tout. Je veux dire, bon, tout est politique dans la vie. Mais ça ne l'est pas du tout comme terme. Mais dans la tête des gens, juste qu'ils ne sont pas conscients ou conscientes de ce que ça signifie ou de ce que ça sous-entend. Mais puis voilà, le mot gros est associé encore à beaucoup de blessures. Fait que ça démontre effectivement toute la sensibilisation à faire. Mais je pense que bien des gens se pensent neutres lorsqu'ils utilisent obèse, mais c'est juste que voilà, c'est une éducation qu'il faut faire. Puis si je peux me permettre, en tant que professionnel de la santé, au niveau individuel, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un qualificatif? Est-ce que quand je parle avec la personne, est-ce que j'ai vraiment besoin de la nommer comme telle? Alors toi, personne grosse, comment est ta semaine? La question se pose. Mais honnêtement, on entend beaucoup quand même, puis c'est normalisé, puis je pense qu'il y a effectivement un manque d'éducation puis de sensibilisation sur les effets que ça peut avoir. Fait que merci d'être là pour en parler. Je pense que c'est quelque chose qui se fait énormément de routine parce que dans le milieu de la santé, on nous parle du fameux IMC et les professionnels se sentent parfois obligés d'en parler et de le nommer. Donc, c'est une question, je pense, qui est intéressante à garder en tête. Moi, j'y pense plus, ça se fait tout seul. Je dis personne grosse, c'est rendu un réflexe, je me besoin d'y penser. Puis pour moi, c'est la même démarche que lorsqu'on parle de personnes avec un handicap ou en situation de handicap. Bon, pour moi, ça vient humaniser les gens aussi, tout simplement. Mais tu sais, puis j'en parlais, mais pour moi, par contre, quand je tombe sur des gens qui utilisent d'autres termes, c'est plus ma bataille. Dans le sens, je vais beaucoup plus m'intéresser, OK, est-ce que cette personne-là défait tous les autres préjugés? Est-ce que cette personne-là, justement, est un ou une alliée? Est-ce que cette personne... Ou, au contraire, plein de préjugés. Parce qu'une personne peut utiliser le terme personne grosse puis quand même avoir une tonne de préjugés. Donc, je m'intéresse beaucoup plus à, OK, où est la personne là-dedans, dans sa grossophobie, plutôt que le terme qui est utilisé en tant que tel.
Puis des fois, pour les gens qui sont pas dans le domaine de la santé aussi, ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi le terme obésité est pas un terme qu'on veut privilégier, justement parce que c'est associé aux catégories d'indices de masse corporelle, associé à un risque plus élevé de développer des problèmes de santé. Mais quand on dit d'une personne qui est obèse sans avoir aucune indication ou sans qu'on va se connaître ni ses habitudes de vie, ni son état de santé, ni sa génétique, ben c'est comme si on la qualifie de malade. Donc, je pense que des fois aussi, peut-être juste de sensibiliser les gens qui sont pas dans le domaine de la santé à la raison qui sous-tend la préférence pour le mot personne grosse, ça peut aider aussi à déconstruire certaines croyances que les gens peuvent avoir, que c'est un terme justement neutre, comme tu disais. Là, je trouve que c'est intéressant. Il y a un champ lexical autour de obésité. Là. On parle de guerre à l'obésité, de lutte à l'obésité, d'épidémie d'obésité. Fait qu'après ça, s'attribuer ce vocabulaire-là, c'est pas très tentant là, pour les personnes qui sont pointées du doigt. Tu sais. Ouais, tout à fait. C'est vrai que le choix des mots lorsqu'on parle d'obésité des personnes grosses n'est pas toujours très positif. On a tendance, par exemple, à toujours dire souffrir d'obésité, comme si nécessairement, dès que ton IMC dépasse 30 kg par mètre carré, tu souffres. Obésité morbide, qu'est-ce qu'il y a de pire que cette expression, obésité morbide? Fait que, voilà. Oui, puis je veux dire, même si on réfléchit plus loin, si on va voir dans les définitions même, est-ce que l'obésité, c'est vraiment un IMC en haut de 30 ou même dans les lignes directrices sur les pratiques cliniques de l'obésité, la définition de l'obésité n'est pas un IMC en haut de 30, c'est vraiment une accumulation anormale ou excessive de masse grasse qui est métaboliquement problématique pour la santé. Puis ça, on le retrouve à plusieurs IMC, des IMC aussi qui sont dans la catégorie normale et surpoids. Donc, oui, puis ce genre de diagnostic-là, tu peux pas le faire juste en regardant la personne non. ou en ayant sa grandeur et son poids. Il faut faire des tests pour voir si ça correspond à ça. Mais voilà, donc on revient tout à l'éducation, mais aussi beaucoup d'éducation dans le système de santé. Fait c'est un gros nœud. Moi, je trouve que c'est un des très gros nœuds quand même si je dis je n'ai plus de bataille sur le choix du mot en tant que tel. C'est quand même représentatif d'un très gros nœud parce qu'on y voit tous les préjugés, on y voit justement toute la discrimination. Il y a beaucoup de choses qui viennent s'y mêler. Là. Mais je dirais aussi qu'en santé publique, justement, là, ces dernières années, étant donné tous les effets néfastes et puis surtout le manque de précision de l'IMC, il y a une volonté de changer d'indicateur. Parce qu'au final, la question, c'est qu'est-ce qu'on essaie vraiment de mesurer et à partir de quoi? Donc, les études sont en train d'être faites. Après, c'est toute une remise en question maintenant, même des précédentes études. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être prendre un peu de temps, mais avec tout le mouvement qu'on peut observer de nos jours, autant de la part des militants que même au sein en fait de la santé publique et des milieux de la santé, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'aller de trouver autre chose, en fait, tout simplement, quelque chose de mieux, quoi. Parlons-en de discrimination. Justement, il y a beaucoup d'études qui documentent, ces discriminations-là qui sont vécues par les personnes grosses. On parle d'intimidation à l'égard du poids à l'école, de discrimination au moment de l'embauche, de salaire moindre, de promotion moins fréquente, d'équipement médical inadapté au corps plus gros, des conseils de perte de poids non sollicités. C'est tellement fréquent. Des sièges trop petits, puis je pourrais continuer encore longtemps. Mais il y a aussi toutes sortes de manifestations qui sont plus subtiles, auxquelles on ne va pas toujours penser. Est-ce qu'il y a des exemples que vous aimeriez nous partager justement pour sensibiliser les gens à faire plus attention? Par où commencer? Ben moi, le truc qui je suis toujours surpris, à laquelle les gens ne pensent pas et qui pourtant me semble moins une évidence, c'est les vêtements. Là. À quel point c'est difficile de trouver des vêtements, qui sont de la taille qu'on porte, deux, qui soient à nos goûts, parce que c'est une chose en trouver dans notre taille, mais en plus, quand t'en aimes aucun modèle, tu fais, bon, tu sais... si tu veux te diriger vers la mode éthique, là, t'as plus aucune chance. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est... Et pourtant, tu sais, l'impact du vêtement dans la vie d'une personne, puis là, je parle pas juste du fait de tu sais, pour moi, juste le fait de se sentir bien dans son linge est comme rendu un extra. Là. C'est juste, non, est-ce que je peux aller travailler? Je peux-tu aller à un 5 à 7 avec mes amis? Tu sais, est-ce que j'ai du linge décent pour juste capable de sortir de chez moi puis avoir une vie de base? Fait que, tu sais, moi, quand je tombe sur des gens, tu sais, qui me disent, tu sais, justement, qui parlent à quel point ils se sentent bien dans leurs vêtements, que tu sais, ils ont l'impression d'exprimer leur personnalité. Je suis comme, hey, moi, exprimer ma personnalité avec mon linge, je veux dire, c'était une utopie toute ma vie, là. C'est comme, voyons donc, je veux dire, juste en trouver qui me fait, je vais être bien content, là, tu sais. Et pourtant, ça a un impact. Bon, on vient de nommer plusieurs discriminations, mais si tu peux pas bien t'habiller, oublie ça ta promotion, oublie ça le dating, oublie ça, je veux dire, ça marche pas. Là, t'as pas de vie si tu peux pas t'habiller. Fait que souvent, moi, ce que je me rends compte, parce que je l'aborde dans toutes mes conférences, c'est à chaque fois, les gens font comme...
il avait jamais pensé à ça. Et pourtant, tu sais, puis en tout cas, moi, ça me fait capoter quand on regarde en plus les statistiques. Je veux dire, il y a une demande qui est là. Oui, c'est ça. Je veux dire, on regarde la taille moyenne de la population. Il y a un marché, là. Il y en a une clientèle qui en aurait besoin. Et pourtant, la plupart des marques et des magasins vont s'arrêter à extra large. Là, des fois, ils se disent plus 16 parce qu'ils ont du 2X. Wow, tu sais, mais bon, il y a vraiment un problème. C'est ça pour moi, ben, c'est à la fois tellement de base et pourtant, ben, c'est ça, les gens, ils pensent pas, là, ça passe complètement inaperçu. Puis j'aime le de base parce que s'habiller est un besoin de oui, base. Voilà. Se vêtir autant que se loger, avoir un toit sur la tête, manger. Tout ce qui est lié à l'accessibilité aux environnements, aux espaces, moi, personnellement, c'est ce qui m'affecte le plus au quotidien. Tu sais, les sièges qui sont trop étroits dans l'avion, au théâtre, les chaises avec des accoudoirs, les tabourets surélevés. Là, j'ai eu une petite montée de lait à l'UQAM dernièrement. On a fait des mises à niveau de la cafétéria. On met des tabourets des tabourets en hauteur. Premièrement, personne qui trouve ça confortable, mais encore moins les personnes grosses. Puis, tu sais, c'est des nouveaux emménagements. On comprend que ça prend du temps à s'adapter. Tu sais, les infrastructures, c'est coûteux, etc. Mais des nouvelles infrastructures, c'est problématique. Là. Mais tout ce qui est aussi les ceintures de sécurité, tu sais, en taxi, moi, m'attacher, là, ben rare, ça arrive. Les cabinets de toilettes qui sont trop petits. Moi, je rentre dans ma douche le matin, je rentre de côté parce que la douche n'a pas été faite pour une personne grosse. En fait, il y a un autre problème qui est mon lavabo qui est devant. En tout cas, bref. Montréal, là. Exactement. Mais tu sais, les gilets de sauvetage, puis c'est la même chose dans les hôpitaux. Hein. On nous dit donc qu'on coûte cher au système de santé. Pas foutu d'avoir des jaquettes d'hôpital de la bonne grandeur, un pèse-personne. Tu sais, moi, mon médecin, pas grossophobe, du moins à ce que je sache, on a eu des discussions à partir du moment où ça a été mon médecin de famille, très compréhensif. Mais sur la balance, ben, le poids maximal est de 350 livres. Tu sais. Même les brasseurs là, de tensiomètre qui sont trop petits. Puis là, bon, il y en a un plus grand quelque part, mais on le cherche, on ne le trouve pas. Alors qu'on nous dit donc qu'on coûte cher au système de santé. Là, mais tu sais, tout ce qui est lié aux environnements, c'est problématique parce que ça ajoute vraiment un stress supplémentaire de pas savoir si, en essayant un nouveau théâtre ou un nouveau restaurant, je vais pouvoir entrer dans la banquette, dans les chaises, donc là, il faut faire des vérifications, il faut appeler, il faut regarder les photos sur Internet, il faut... on fait tout à regarder, OK, c'est quoi les chaises, les bancs? Qui fait ça pour les personnes grosses? Mais nous, on fait tout. Absolument. C'est de l'énergie qu'on déploie à chaque fois. Puis il y a des personnes qui, par peur que ça ne fonctionne pas, vont rester à la maison. Donc, il y a de l'isolement aussi qui est lié à ça. Fait que tout ce qui est lié à l'environnement, pour moi, je dirais que c'est ma plus grande préoccupation. Puis c'est des choses auxquelles on pense pas parce que les personnes minces naviguent à travers la vie, à travers le quotidien sans avoir à se poser ces questions-là, alors que nous, c'est toutes des choses qui nous rappellent que le monde n'est pas conçu pour nous et pas accueillant pour nous. Fait que, moi, c'est... Pour faire du pouce sur les vêtements. Justement, il n'y a pas si longtemps, mais moi, ça m'a frappé avec le retour de la pandémie qu'on a recommencé à investir les lieux publics. Puis là, ça m'a comme frappé. Je fais, mais voyons, je vois donc même pas de personnes grosses autour de mes activités sociales quand je vais au théâtre, quand je vais au musée. En fait, à part l'épicerie, là, pourtant, dans la population, si on regarde les statistiques, bon, un quart, un tiers, selon la définition qu'on prend, serait supposé être des personnes grosses. T'sais. Alors pourquoi, quand je vais au musée, j'ai l'impression d'être la seule personne grosse en ce moment dans l'allée, tu sais, ou quand je vais au théâtre, ben justement, c'est à cause de l'isolement social. Les personnes grosses, soit à cause de la santé psychologique, soit à cause de la pression sociale, soit parce que justement les lieux publics ne sont pas adaptés, ben les personnes restent chez elles. Ouais. C'est triste. C'est triste et en tout cas, moi, ça m'indigne. Et ça ne favorise pas la santé. Si on exactement, voilà. C'est ce que je me disais aussi, c'est tout le côté, quand on travaille ça au niveau individuel avec la personne, on travaille justement sur l'estime de soi, on travaille à sortir un peu de sa zone de confort, de reprendre des activités sociales, de trouver justement des vêtements dans lesquels elles se sentent bien. C'est des choses qu'on essaie de travailler, ou même dans le style de vie, tu sais, d'essayer des activités qui vont être différentes. Mais il y a tout ça à considérer. Mais oui, puis on a tellement de grossophobie intériorisée. Tu sais, moi, je suis militante. Moi, je suis loud. Moi, j'arrive changer de chaise pour moi. Tu sais, j'ai pas de difficulté aujourd'hui, mais la Marie-France d'il y a 15 ans n'aurait pas fait ces choix-là. Tu sais, aurait pas été capable de faire ces demandes-là d'accommodement, tout ça. C'est pas tout le monde qui va oser ou qui va demander. Puis moi, ça
Tu sais, des fois, les places publiques, là, peut-être que je déborde déjà sur un sujet qui va s'en venir, mais tu sais, les places publiques, des fois, j'arrive justement dans un bar, restaurant où, je sais pas, des collègues, des amis, on fait un 5 à 7, peu importe, et là, je me rends compte, OK, ça marche pas, les bancs, ça marche pas. Je m'en vais voir, est-ce que vous avez une chaise, pas de bras? Est-ce que vous avez... Puis il y en a qui, la plupart du temps, ils n'ont rien. Puis je suis comme, mais voyons, vous n'êtes même pas foutu ou capable d'avoir une ou deux chaises, pas de bras, qui pourraient... Plus, c'est pas juste pour les personnes grosses. Il y a tellement de situations, une personne qui arrive avec des béquilles, une personne... Je veux dire, il y a tellement de situations dans la vie où des chaises avec des bras, ça marche pas. Là. Puis je suis comme, mais c'est quoi? C'est quoi votre problème? C'est pas un investissement de milliers de dollars, là, acheter 2 chaises qui pourraient accommoder les situations où vos chaises ne fitent pas pour votre clientèle, tu sais. Puis si après ça, on prénomme les théâtres, on prénomme effectivement, c'est comme, mais voyons, arrangez-vous au moins pour que quelques places puissent accommoder, tu sais. Ça serait la moindre des choses. Là. C'est très intéressant. Il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec une prof au cégep en design intérieur et on parlait de ça, en fait, justement. Et elle me disait, mais en fait, le problème vient même dès cette base, en fait, parce que quand nous, on est en train de concevoir des meubles, on suit des mesures qui sont normatives, qui ont été définies comment qu'on ne sait plus trop. Et on va juste le répéter, en fait. On va juste le refaire et puis ça va devenir, en fait, tout ce qui est disponible. Donc, dès cette base-là, en fait, il faudrait déjà qu'on ait une réflexion, en fait, de pourquoi, tout simplement, on ne change pas, en fait, ce qui est considéré comme étant normal et qui, en réalité, ne correspond même plus à la majorité des personnes. Tout simplement parce que lorsque tu veux être à l'aise, peu importe ton poids, il faut quand même aussi que tu aies la possibilité d'avoir accès à différents choix, en fait. Mais c'est vrai, c'est une réflexion qu'il faut faire quand même. En fait, il faut que les gens y pensent des fois un peu en amont. Exact. J'ai une discussion avec quelqu'un qui est en train de bâtir une nouvelle salle de spectacle à Québec. C'était il y a quelques mois. Puis justement, mon consulté, bon, comment on peut faire pour justement accommoder? Puis moi, il dit, je veux m'assurer que tout le monde puisse être confortable dans ma salle. Tu sais. Puis il dit justement, on est à l'étape où on commande là, les bancs, les sièges. Fait que c'est là, il faut que je le fasse. Si je le fais pas là, il va être trop tard. Puis ça, j'ai dit, en tout cas, bref, c'est un peu tout ce que je viens de dire. C'est comme, si tu fais des places plus larges, il faut que ça soit affiché, dis-le. Bon. Fait qu'il y a pris ça, mais effectivement, c'est ça, c'est comme, faut que tu le fasses en amont, souvent, en tout cas, pour ce type de, tu sais, comme une salle de classe. D'ailleurs, les salles de classe, là. Oui. Je veux dire, bon, moi, j'ai pas été à l'université pour plein de raisons, mais est-ce que j'aurais pu? Je veux dire, En fait, j'ai fait l'exercice. J'enseigne à l'université, donc je suis placée devant, debout. Et à un moment donné, il y a 2 ans, je fais écouter une vidéo. Je décide, c'est une quinzaine de minutes, je décide d'aller m'asseoir avec les étudiants et étudiantes. Non, ça s'est pas passé. Je me suis assise dans les escaliers. Alors, je me suis dit, si à l'époque, bon, j'avais pas le même poids au moment où j'étais étudiante et en ce moment où je suis chargée de cours, mais à l'époque, j'aurais pas toffé des cours. Bon, il y a quelques espaces souvent où les chaises sont pas rattachées au bureau et où donc il y a des exceptions là, dans chacune des classes, mais souvent il y en a pas beaucoup. Il y a aussi, tu sais, c'est la même chose pour les personnes en situation de handicap. Tu as une table à l'avant de la classe, isolée de tout le monde. Qui a envie d'aller là, s'isoler devant tout le monde? Mais voilà, mais ça me faisait penser à ça. J'ai fait ce test-là il y a 2 ans de retourner m'asseoir avec les étudiants et étudiantes et c'était pas... non, ça s'est pas fait. Tu parles de salle de classe, je pense que ça vaudrait la peine de penser, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, des enseignants ou des universités ou peu importe, mais d'intégrer cette notion-là partout, autant dans les cours de professionnels de la santé, mais ce que tu dis, ça fait tout aussi sur le mobilier, le design mobilier, ou même on avait eu des discussions à un moment donné, justement avec des gens en mode qui disaient, à l'école de mode, on apprend souvent à faire des choses pour des modèles taille 0, pourquoi on n'apprend pas d'autres choses, justement, il y a des besoins, il y a une demande, c'est un sujet super important, c'est rendu un enjeu de société, faut inclure tout le monde, c'est vraiment la base, donc je pense que ça vaut la peine de penser à la formation initiale aussi de toutes les sphères de la vie. Zéro, là, parce que la moyenne de la population, c'est du large ou du X large, ouais. Comme alors, chez votre small, votre taille 0, là, je veux dire, à un moment donné, aller sur la moyenne au moins de la population, Oui, on vous réfère à l'épisode sur la mode. Oui, la mode taille plus. Oui, vraiment, il y avait des belles discussions sur le sujet. Donc, c'est sûr que d'être confronté constamment à cette grossophobie ambiante-là, ça a des impacts négatifs sur la santé physique et mentale des personnes qui la vivent, et j'ajouterais même la santé sociale. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Puis, que disent les études à ce sujet-là? Bien,
L'exclusion sociale, en fait, c'est un stresseur important. On parle souvent dans les études scientifiques du modèle du stress minoritaire. L'exclusion sociale, qu'on parle de grossophobie, d'homophobie, de transphobie, de racisme, etc., c'est un stresseur important. Puis le stress a des impacts négatifs sur la santé, que ce soit la santé physique, que ce soit la santé mentale. Il y a même des études qui démontrent qu'il y a un lien entre la grossophobie, en fait, et le gain de poids en raison de, par exemple, l'augmentation de certains comportements compulsifs que peuvent avoir certaines personnes. Là, il ne faut pas faire de généralisation, en raison aussi du rôle du cortisol, une espèce d'hormone du stress. Donc, c'est ça, il y a des impacts au niveau de la santé physique, la santé mentale. Parmi les conséquences psychologiques, ce qu'on voit dans les études, il y a comme un sentiment chez les personnes grosses, souvent de... Ça semble contradictoire, mais un sentiment d'invisibilité, parce qu'on est vu, on pourrait parler de la grossophobie dans le domaine de l'intimité, on est vu parfois comme asexué, on n'est pas considéré, mais aussi un sentiment d'hyper-visibilité, parce qu'on se sent constamment scruté, en fait. Il y a de la solitude, tu sais, pas trouver sa place dans les espaces sociaux comme on a parlé tout à l'heure, être constamment renvoyé à l'idée que notre corps est inacceptable. Il y a des impacts sur l'estime de soi. Tu parlais, Safietou, tout à l'heure de grossophobie intériorisée, évidemment. Puis, on déploie vraiment beaucoup d'énergie à gérer la stigmatisation, que ce soit en essayant de perdre du poids. Quelle personne grosse n'a jamais essayé de perdre du poids, que ce soit juste à travers l'anticipation du stigma, ça aussi, l'anticipation de la stigmatisation, pardon, ça aussi, c'est un stresseur. Tu sais, croiser un groupe de jeunes enfants, là, traumatisme d'enfance, là, pas super à l'aise. C'est juste que les enfants ont souvent moins de filtres. En fait, c'est souvent la réaction du parent aussi. Après, je trouve que c'est là que ça vient comme le petit coup de couteau. Absolument. Fait que, oui, c'est ça. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'impact sur la santé, tant physique que mentale. Fait que là, les gens tu sais, souvent, les gens discriminent les personnes grosses en se disant, c'est pour te rendre service. Tu sais, on veut donner des conseils bienveillants, mais non, la réalité, c'est pas du tout ça. Au contraire, les impacts de la grossophobie, les impacts d'être constamment renvoyé à son poids, même quand c'est fait de façon bienveillante, ça a des impacts qui sont négatifs et non positifs. Puis c'est ça, je pense qu'il faut faire comprendre aux gens. Mm-hmm. Non, oui, puis en tout cas, moi, il y a une phrase maintenant que je dis, puis j'aime bien dire, mais personne n'a envie de prendre soin de soi qui se fait cracher dessus. Puis la société passe autant à nous cracher dessus. Fait que je veux dire, à un moment donné, comment veux-tu que cette personne-là soit en bonne santé, ne serait-ce que santé mentale? Ça demande énormément de résilience, puis d'une espèce de... Comment dire? Faut avoir une espèce d'esprit de contradiction, un esprit de rébellion pour se dire, OK, non, je refuse vos crachats et vos jugements, puis je vais faire ce que j'ai à faire, tu sais. C'est tough, là. C'est tough. Puis, tu sais, on parle d'isolement social, mais comment tu vas avoir une bonne santé si, effectivement, tu es isolé, puis que tu n'as accès à rien, puis que... enfin, il y a tellement de couches à ça, mais les gens, je pense, ils réalisent pas à quel point ça vient briser du monde, tu sais. Puis moi, je trouve ça tellement en tout cas, déplorable ou débile, tu sais, quand je vois des gens, tu sais, qui... Tu sais, puis je pense que ça arrive à tout le monde, là, qu'on regarde une photo de soi rendu à 30, 35 ans, tu sais, puis on voit une photo de soi-même adolescent ou adolescente, puis on se dit, tabarnouche, j'étais correct. Comment ça, je me suis scrappé de même? Pourquoi je me sentais aussi nul, puis aussi inadéquat ou inadéquate, hein, alors que tu regardes la photo, tu dis, tabarnouche, cette personne-là avait tout pour briller, puis foncer, puis non, au lieu de ça, je me suis fouetté, puis... Pourquoi? Tu sais, pourquoi? Ben ça, là, c'est vraiment pas un signe de santé, là. Ouais. Puis on a des études qui nous le démontrent, ça. Puis tu sais, en tant que professionnel de la santé, on le sait, ça. On peut pas dire qu'on le sait pas, mais ça se perpétue par habitude. Mais on le sait que c'est pas en négativant le comportement de quelqu'un ou en discriminant la personne volontairement ou non. On le sait que ça ne fait pas changer des habitudes de vie. On le sait, là, l'entrevue motivationnelle, ça sert à ça, entre autres. Là. On a plein d'exemples. Quand on regarde les AA, je veux dire, ça fonctionne. C'est pas parce qu'ils sont en train de rabaisser les gens qui viennent chercher de l'aide. Au contraire, ils sont dans un positivisme, sont dans un soutien, sont dans la solidarité, dans la compréhension. La lutte, en fait, pour venir en aide aux personnes qui ont le sida, je veux dire, le changement a pris l'ampleur qu'on a arrêté de traiter ces gens-là comme des moins que rien, puis on s'est dit, OK, on va les accompagner puis les soutenir au lieu des pointer du doigt puis des rabaisser. Tu sais, je veux dire,
Ça, il y a jamais... ça n'a jamais marché, ça, rabaisser les gens, les pointer du doigt. Ça n'a jamais marché. Alors, pourquoi ça marcherait? De toute façon, si ça marchait, on saurait. Ça fait déjà... je veux dire, ça fait quoi, 50, 60 ans là, qu'on se fait piler dessus, là. Fait qu'à un moment donné, on voit bien que ça marche pas. Là, Puis je pense que la notion d'acceptation est mal interprétée aussi. Souvent, quand on en parle chez Équilibre dans les messages, on prônait beaucoup ça, de s'accepter, de reconnaître notre valeur comme personne. Puis là, les gens disent, ben c'est ça, c'est le statu quo, c'est le lâcher prise, c'est de renoncer à notre santé. Mais c'est tellement pas ça que ça veut dire. Dans le fond, ça veut dire de reconnaître qu'on a une valeur. Puis quand on s'aime, ben, on a plus envie de prendre soin de soi, de faire des changements qui vont être bienveillants. Puis encore là, s'aimer, c'est pas obligé d'être l'objectif ultime non plus. On peut juste accepter notre corps. Mais tout ça, je pense que ça reste que c'est souvent mal compris. Puis c'est mal interprété, puis ça entretient tout le temps cette espèce de mythe-là qui, effectivement, est tout sauf productif, je pense. Là. Oui, tout à fait. Mais surtout lorsque on a un discours qui, pour nous, l'objectif étant par exemple, de faire en sorte que les gens adoptent de saines habitudes de vie, comme on aime les appeler, donc des habitudes de vie qui vont être favorables à la santé et au bien-être des individus. Mais si le discours en lui-même comporte tous ces préjugés grossophobes, c'est contradictoire. Et nécessairement, il ne va pas atteindre son objectif, sa finalité. Parce que c'est prouvé, la grossophobie est une barrière à l'adoption de ces saines habitudes de vie-là. Rien que même, un exemple concret, c'est avec les vêtements dont on parlait tout à l'heure. Tu veux aller faire du sport, tu ne trouves pas du linge en fait, pour faire du sport. Tu arrives au gym, ce qui est l'équipement sportif qui t'est proposé ne te convient pas. Et oui, tu pourrais aller faire du sport dehors, mais est-ce que tu as envie vraiment qu'on te pointe du doigt? Ou alors qu'on se dise que tu es en train de le faire pour maigrir, alors que non, pas du tout. Peut-être que tu aimes juste faire du jogging. Donc, il y a vraiment, en effet, toute une panoplie de conséquences qui vont être... déjà au niveau donc de la personne, comment elle va se sentir, au niveau psychologique, au niveau social, avec l'exclusion, vraiment tout un ensemble en fait d'implications négatives qui vont avoir un impact sur la qualité de vie des personnes au quotidien en fait. Et c'est ça vraiment qu'il faut regarder. Et c'est ça aussi qui explique la nécessité de changer le discours, de changer la manière dont on parle du poids et de sensibiliser à la grossophobie, parce que il faudrait que les gens soient vraiment conscients de tout ce que ça emmène en fait comme conséquences négatives, vraiment. Puis on le voit aussi, parce que moi, dès que je vois des initiatives, puis moi-même, j'ai essayé d'en faire à un moment donné, tu sais, des safe space, justement, d'activité physique. Par exemple, on loue une piscine pendant 1 heure, puis c'est réservé juste à des personnes grosses. C'est comme, OK, viens-t'en profiter de la piscine sans avoir le jugement des autres, ou des cours de danse. Puis je le vois, à chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça, il y a plein de personnes grosses qui ont envie de participer. Donc, c'est pas parce ces personnes-là ne veulent pas bouger ou faire part du sport. C'est tout le regard qui est bloqué, c'est la pression sociale, c'est de se faire pointer du doigt, parce que c'est vrai. Moi, je me souviens quand j'ai recommencé à faire du vélo il y a quelques années. Bon, là, j'en fais plus maintenant, mais bon, je l'ai quand même refait pendant 6-7 ans. Je me souviens, le regard, je le sentais, là. Je veux dire, puis j'avais dans ma tête qui revenaient toutes les blagues que j'avais entendues dans mon enfance qu'on fait sur les personnes grosses, sur un vélo, là. Bon, je pense qu'on est tous capables d'imaginer les blagues qui se disent là-dessus. C'est sûr que ça vient en tête, puis ça vient un blocage, puis c'est normal. N'importe qui bloquerait. Je veux dire, le regard des autres, tout le monde est bloqué par ça, tu sais. Donc voilà, c'est super important d'en parler. Puis, en fait, là, j'ai envie d'ouvrir une porte aussi, mais tu sais, je pense que il y a quand même une forme de projection, tu sais, chez les gens, justement, quand on parlait justement de cette capacité de faire comprendre que ça sert à rien de rabaisser, puis l'acceptation, en fait, c'est que c'est pas nécessairement de banaliser, ou non, c'est juste le fait d'être bien dans son corps, là, that's it. Mais je pense que les gens font beaucoup de projections, tu sais, pour avoir le nombre de discussions que j'ai eues avec des personnes minces qui, elles, face à leur propre complexe, ou qui ont tellement en horreur l'idée de peut-être devenir même pas grosse, là, mettons, rondelette. Ben, tu sais, c'est cette projection-là, en fait. Puis, bon, moi, je me suis déjà obstiné, entre autres, avec 1 heure pendant une personne dans une exposition où c'était des photographies de personnes grosses nues. Et elle disait, non, c'est impossible, ces femmes-là ne peuvent pas se trouver belles. Puis, pendant 1 heure, là, je me stine. Puis, à la fin, après 1 heure, elle me dit, mais moi, je me suis jamais trouvée belle. Ah, ben voilà! Je veux dire, tu étais incapable de penser que ces personnes-là se trouvent belles parce que toi, même avec ta minceur, mais à cause de tes complexes, t'es incapable de te trouver belle. Fait que tu fais juste de la projection en ce moment. Mais voilà, mais... T'sais, moi, je le dis souvent, la grossophobie, évidemment, les premières personnes touchées, c'est les personnes grosses. Mais cette pression sociale-là, elle pèse sur tout le monde, là.
On l'a vu pendant la pandémie aussi, cette espèce de peur-là de prendre du poids parce que justement, les salles de gym étaient fermées, les gens restaient plus à la maison. Ça a été là... Ben, j'ai dit « on ». Je vais parler de moi en tant que nutritionniste qui fait de la consultation. Je l'ai tellement entendu, puis ce reflet-là, cette projection-là, pardon, je l'ai tellement senti. C'est à déconstruire ça aussi. Là, c'est à tellement de niveaux. C'est pas juste au niveau des professionnels de la santé. Là, vous demandiez au début, je voulais pas te couper, mais vous demandiez au début les micro-agressions, les expressions plus subtiles. Puis justement, le fait pour une personne mince ou straight size, par exemple, au travail, à la cafétéria, de dire j'ai trop mangé, j'ai pris du poids, etc. Même si ces discours-là sont adressés envers nous-mêmes, ben faut se questionner les personnes autour de la table qui nous entendent et qui sont souvent plus grosses que nous, comment elles accueillent ça, tu sais. Même chose quand on parle de son propre poids devant son enfant, bien sûr que l'enfant va intérioriser ce type de discours-là, tu sais. Fait que ça fait partie, je pense, des micro-agressions, des comportements qu'il faut surveiller là, en tant qu'allié, par exemple. On y viendra peut-être tantôt, mais ouais. C'est tellement une norme, tu sais, de vouloir être mince, les résolutions de perte de poids après Noël, avant l'été, tu sais, les gens, je pense que des fois, c'est banalisé puis c'est un peu normalisé de se soucier de ça, peu importe le poids, mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose dont on doit tous prendre conscience parce que, comme tu dis, ça a des impacts importants sur tout le monde, puis c'est vrai que la grossophobie, ça a un impact aussi sur, tu sais, les personnes grosses d'abord parce que, clairement, il y a des contraintes que les personnes minces vivent pas, mais quand même pour l'ensemble de la société. Puis je pense que d'élever nos enfants dans un monde où il va y avoir plus d'ouverture, moins de commentaires comme ça va juste être bon pour tout le monde, finalement. Là. Ben, juste le vocabulaire, effectivement, sur la nourriture, tous les commentaires là, de lunch, de cafétéria, les gens se rendent pas compte à quel point ça scrape du monde parce qu'effectivement, c'est OK, si tu fais ce commentaire-là sur toi, qui, dans le moule, je veux dire, qui fit complètement dans les normes sociales, mais c'est quoi le jugement que tu fais sur moi ou c'est quoi le jugement involontaire ou inconscient que tu portes sur les gens qui ne fit pas dans ces normes-là? Puis quand c'est un commentaire qui revient presque à chaque lunch, c'est comme, OK, tu sais, à un moment donné, ça devient vraiment lourd. Tous les thèmes comme le fait de tricher, ou c'est comme, oh mon Dieu, je vais scraper ma ligne si je mange une poutine aujourd'hui. C'est comme, ben non, tu sais, c'est comme ça marche pas comme ça, tu sais, mais tout ce vocabulaire-là, ça met une pression sociale qui est quand même énorme, tu sais, parce que c'est quoi le jugement? Si toi t'aimes ça de la poutine, je veux pas dire que t'en manges à tous les jours, mais si t'aimes ça de la poutine, faut que tu t'ailles honte. Pourquoi faudrait que t'ailles honte, tu sais? Puis tout ça, moi, je trouve ça tellement pernicieux, là. Puis ça doit être tellement dur à déconstruire, là. C'est tellement un excellent point, mais c'est ça, c'est toute la culture des diètes et des régimes qui est issue un peu de cette peur-là de prendre du poids, puis qui laisse croire qu'on a un contrôle puis un pouvoir sur notre poids à long terme. Ce n'est pas le cas. Mais à force d'entendre ça puis de garder ces mots-là, je pense que si on n'en prend pas conscience, c'est sûr qu'on entretient cette grossophobie ambiante-là. Fait que c'est super important d'en parler puis de déconstruire ça. Puis surtout de prévenir. Surtout. C'est extrêmement difficile à déconstruire. Ça se fait, là. Ça se fait. Je manquerai pas de travail, je vous le garantis. Non. Mais c'est super important de prévenir. Puis c'est ce que je veux travailler plus parce que je me rends compte que ça fait trop de dommages. Finalement, c'est inacceptable, là. On parle depuis tout à l'heure de beaucoup de croyances, justement, qui entretiennent la grossophobie. Est-ce qu'il y en a, selon vous, qui sont plus importantes ou plus urgentes à déconstruire pour que la société, justement, soit un peu moins grossophobe, soit plus inclusive? Ben, on a beaucoup parlé, mais moi, je pense que toute la relation avec la santé, là, il y a énormément d'éducation à faire, de sensibilisation puis de déconstruction. Parce que je pense qu'effectivement, toute cette association-là d'épidémie à l'obésité dont on a parlé au début, l'association entre le fait d'être en forme puis être en santé, dès que les gens sortent l'espèce de calorie in, calorie out, je veux dire, il y a tellement de trucs à déconstruire, à démystifier. Les gens comprennent rien à la santé, il faut le dire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas aidé. Je veux dire, il y a certains médecins vedettes qui ont eu des discours complètement irresponsables dans les médias. Il faut dire aussi, il y a des journalistes, puis là, je le dis, je suis journaliste depuis 20 ans, mais la plupart des journalistes n'ont pas une formation scientifique non plus. Fait que je veux dire, des fois, les médias, on reçoit des études, puis on essaie de les vulgariser comme on peut, mais je veux dire, il y a une poignée de journalistes scientifiques au Québec. Donc oui, des fois aussi, les études sont mal présentées, ce qui participe à tout ça. Donc moi, je pense, en fait, ce nœud-là avec la santé, là, on en a déjà pour des années à déconstruire et à démystifier plein de notions là-dedans. Là. Ça fait un beau lien avec ce que tu nommais plus tôt sur la valeur qu'on accorde à la santé ici au Québec. Là.
Oui, moi, c'est aussi ça, parce que je suis d'accord avec le fait de déconstruire l'espèce d'association entre personnes grosses et santé, problèmes de santé, etc. Mais je voudrais pas non plus qu'on se mette à stigmatiser les personnes grosses qui ont des habitudes de vie qui sont pas considérées favorables à la santé. Tu sais, puis j'écoutais dernièrement l'humoriste Christine Morancy, et je trouvais ça vraiment rafraîchissant de voir une personne grosse qui souligne le fait qu'elle a pas une très bonne santé et qui est capable d'en rire et de pas s'excuser, de pas être en train d'essayer de maigrir, puis de pas être en train d'essayer de... peut-être qu'elle a de très bons comportements liés à la santé, là, mais de cette association-là, je suis d'accord avec le fait qu'il faut déconstruire le stéréotype, mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que le respect de l'intégrité des gens n'est pas conditionnel à leur santé, tout simplement, en fait. Ah, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a ce danger-là. Puis je pense que c'est une des dérives qu'il y a eu avec le body positif, justement, c'est que le fait qu'on s'est dit à dire, OK, il y a des bonnes personnes grosses puis des mauvaises personnes grosses, tu sais. Ouais. Puis je pense que tout le monde dans la vie, on a toutes des espèces de cycles. Il y a tout le temps des périodes où on va mieux, on a des meilleures habitudes de vie, puis tout d'un coup, il y a une période où, tiens, donc, on fait un burn-out. Ça se peut que tes habitudes de vie prennent le bord pas mal, tu sais, dans cette période. Fait que, tu sais, je pense qu'effectivement, faut arrêter ça. Puis dans ma tête aussi, déconstruire ce mythe autour de la santé, ben, c'est aussi enlever cette vertu autour de la santé. Exact. Donc oui, tout le monde mérite le respect, peu importe. C'est sûr que nous, en santé publique, on va toujours parler de santé et de bien-être. Je pense que ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est encore une fois de l'expliquer, de mieux l'expliquer, et puis aussi de mieux outiller les gens pour qu'ils puissent... soi-même en fait construire en fait ce que ça veut dire pour être en santé, et puis on aime bien aussi dire qu'il faut permettre aux gens de faire un choix éclairé en fait dans tout, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup parler de risques, mais je pense aussi que la manière dont on parle des risques qui sont associés à la santé est à déconstruire, à revoir, et puis surtout à adapter aux différentes couches de la population. Dépendamment à qui on s'adresse, je pense qu'il y a des éléments qu'il faudrait peut-être remettre en question, et puis surtout, toujours partir des caractéristiques des gens à qui on s'adresse, et puis aussi d'essayer aussi de proposer quelque chose qui va être réaliste, en fait, dans le quotidien de tout un chacun. Sinon, le problème est que la santé va devenir un peu comme un idéal que personne ne va atteindre un jour, et vraiment c'est contradictoire avec ce qu'on essaye de faire au quotidien. Donc il y a toute une réflexion à avoir, et puis je pense que cette réflexion-là va nécessiter tous les acteurs de la société, en fait. Vraiment, autant dans la culture, du milieu médical, du milieu économique, tout le monde, en fait, doit vraiment être à la table. Oui, parce que ça implique de sortir de son approche strictement biomédicale, de consulter les travaux en psychologie, en sociologie de la santé, les fat studies, même c'est un domaine près des études critiques, études féministes, etc. Faut lire cette littérature-là. On peut pas arriver faire, bon, il y a des études qui disent que le surplus de poids est un facteur de risque pour certaines maladies. Puis, bon, la solution, c'est de dire aux gens de maigrir. Non, c'est pas ça. Ça fonctionne pas de cette façon-là. De toute façon, si on va chez le médecin, qu'on a des marqueurs de santé, tu sais, qu'on soit mince ou qu'on soit gros, on va se faire dire de modifier, par exemple, nos habitudes de vie. Ça sert à rien de passer par le poids, parce que de toute façon, même sans perte de poids, si on change nos habitudes de vie, il y a des impacts positifs en général sur la santé. Puis même que miser sur le poids, en fait, souvent, tu sais, dans une perte de poids, il y a je vous apprends rien, il y a je te regarde parce que t'es nutritionniste, il y a un plateau. Souvent, les gens se découragent. Fait que si c'est ça la motivation, souvent, ça fonctionne pas bien. Donc, c'est ça. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais... mais sinon, de manière générale, j'allais dire, faut aussi quand même un peu... il faut attaquer la honte ou dédramatiser à chaque fois qu'on parle du poids, en fait. Parce que, tu sais, on le disait tout à l'heure, le fait que, tu sais, moi, je sais qu'il y a des salles de spectacle, par exemple, qui en ont des sièges plus grands, mais ils l'affichent pas. Fait qu'il faut comme passer en dessous, en secret. C'est comme, non, mais comment veux-tu alimenter la honte plus que ça, que à chaque fois, pour avoir du respect, faut passer par le couloir dans le noir, en cachette, tu sais, ou faut avoir l'impression de donner un pot de vin pour avoir droit du respect. Non, tu sais, je pense qu'il faut dédramatiser puis enlever cette honte-là, que ce soit pour des trucs du quotidien, tu sais, ou juste un employeur, je veux dire, à un moment donné, ne pas avoir honte, puis être proactif. OK, est-ce que l'ameublement que j'ai au bureau
est correct pour toi? Es-tu confortable? Est-ce que tu travailles bien? C'est un simple principe d'ergonomie qu'on devrait faire avec n'importe qui, mais il y a une espèce de honte de vouloir le faire avec une personne grosse parce qu'on veut pas la choquer, mais plus on va être bienveillant là-dedans, plus on va le faire sans le tabou, sans préjugés, plus on va avoir une ouverture, puis plus ça va être moins dramatique d'aborder ces enjeux-là. Ça va juste devenir normal de s'assurer qu'une personne est confortable avec son mobilier de bureau, comme on le ferait avec quelqu'un qui, je sais pas, on fait pied 6 pieds 8, ou quelqu'un qui fait 4 pieds 8, ou tu sais, juste des fois, voilà, il y a des cas qui fait que le mobilier général fait pas, fait qu'on s'adapte, tu sais. Mais il y a une espèce de dramatisation autour de tout ça, puis je pense qu'il faut enlever cette honte-là, tu sais. Normaliser la différence, quoi. Ben oui, mais complètement, oui, ben ça, puis toutes les différences, là. Toutes les différences, tout à fait. J'aimerais juste fermer la parenthèse sur la santé, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est important à nommer aussi. On parlait que le poids n'égale pas la santé, mais en fait, dans les déterminants de la santé, le poids n'est juste pas là. On va parler... Et pas seulement d'activité physique et d'habitudes alimentaires ou de comportement alimentaire, on va parler aussi de stress, de la gestion du stress ou de ce qu'on vit au quotidien. On va parler de la qualité du sommeil, on va parler de l'usage de substances, etc. Il y a tellement d'éléments, mais le poids ne s'y retrouve pas. Mais ça, c'est pas assez, je crois, connu du grand public. C'est des éléments qui sont importants à remettre sur la table. Puis il faut se rappeler la définition de la santé selon l'OMS aussi, qui ne nomme pas le poids non plus. On l'avait déjà partagé, mais je pense que je vais me permettre de la renommer. C'est pas une absence de maladie strictement. En fait, c'est un état de bien-être autant physique, psychologique que social. Donc, à nulle part, on va nommer un IMC dans cette définition. Je tenais à le souligner. Puis moi, j'ai envie de continuer dans ta parenthèse, mais justement, tu sais, je pense qu'on parlait de la santé, comment aider les gens à être en santé aussi. Bien, c'est de pas juste penser à santé en termes physiques. Tu sais, je pense qu'on en parle de plus en plus, la santé mentale, la santé sociale, mais quelqu'un qui a des bonnes habitudes de vie, mais qui est obsédé par toutes les calories qu'il mange, par la pratique d'activité physique, si la personne fait pas X nombre de pas, bien, pas en très bonne santé physique ni mentale, si on s'empêche de faire des activités avec les gens qu'elle aime pour pas déroger aux règles qu'elle suit. Donc, de se rappeler que stigmatiser quelqu'un, lui faire honte, tu sais, d'avoir des sièges acceptables, ben ça contribue à prendre soin de la santé mentale, donc de la santé globale de quelqu'un. C'est tous des petits gestes, tu sais, qui contribuent à la santé plus large. Puis ce que j'aime aussi rappeler, c'est que dans le fond, la santé, autant on n'a pas le plein contrôle sur notre poids parce qu'il y a plusieurs facteurs qui l'influencent, qui sont hors de notre contrôle, comme notre génétique ou autre. C'est un peu la même chose pour la santé aussi, tu sais. On a le droit de choisir certains comportements qu'on a ou pas qui peuvent favoriser ou non notre santé, mais au-delà de ça, ben il y a des gens qui pour des comportements égaux vont être en moins bonne ou en meilleure santé. Donc il faut aussi se rappeler que on n'est pas tous égaux ni devant le poids ni devant la santé, puis que après ça, ben ça revient à chacun un peu d'adopter les habitudes de vie qui s'intègrent dans son quotidien, parce qu'encore là, si c'est trop strict, si c'est parfait, ben ça va être sur une courte période, puis ultimement, si on veut être en santé plus longtemps dans notre vie, ben l'idéal c'est d'adopter des habitudes qu'on va aimer puis qui vont s'inscrire dans nos valeurs, dans notre mode de vie sur du long terme. Fait que je pense que ça, c'est important de le rappeler aussi. Oui, alors, je poursuis ta parenthèse, mais là, je la referme. Non, c'est parfait. C'était hyper pertinent. Mais il faut des politiques publiques aussi qui favorisent ça. Oui, je veux dire, si on parle de quartiers qui sont des déserts alimentaires, des quartiers qui n'ont aucun parc, des quartiers qui n'ont pas de transport en commun, je veux dire, à un moment donné, si on parle de tous les impacts, en fait, socio-économiques, selon le revenu, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il y ait des politiques également, parce qu'à un moment donné, c'est facile d'avoir un discours de prends-toi en main, mais oui, mais si socialement, il n'y a rien qui aide les personnes à se prendre en main comme tu veux qu'on fasse, ça ne marchera pas non plus. Là, mais ça renvoie à ce qu'on discutait tantôt, que c'est pas... Faut arrêter de regarder seulement le niveau individuel. C'est tellement plus complexe que ça. Alors, c'est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on va continuer les discussions dans un prochain épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses qu'on a envie de partager avec vous. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado, si vous voulez continuer d'en apprendre plus sur tout ce qui touche la relation avec le corps, la nourriture, l'activité physique, vous pouvez vous rendre sur équilibre.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook à Groupe Équilibre et Sarah Normandin, nutritionniste. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale de ce balado. La présentation du balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.